Pendant qu'on attend encore un ou deux auteurs, je veux juste vous faire une petite précision pour que vous sachiez comment ça se passe. C'est ça le challenge, le défi des conversations, des tables rondes bilingues, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous savez que la Grèce est à l'honneur au Salon du Livre de Nancy. Alors, on aura deux traducteurs. L'un, Vangelis Gikas, va chuchoter à chaque fois que je parlerai, ou que les autres parleront, pour pouvoir traduire à l'auteur grec, Konstantinos Tsamiotis, de manière à ce qu'il puisse comprendre ce qu'on dit. Et puis après, quand lui, il s'expliquera, ce sera cette fois-ci en grec qui s'expliquera, ce sera, c'est Levanda, c'est ça? Levanda Stroussou, qui va prendre la parole, elle a un micro, et qui parlera donc en français pour l'auteur grec. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez quelqu'un chuchoter dans l'oreille de notre auteur grec qu'on a mis de ce côté-là, pour ne pas vous déranger, et puis de manière à avoir un débat un peu interactif et qu'on n'ait pas le décalage de l'interprète, vous savez, dans l'oreillette, ce qui fait qu'on pourrait avoir un débat un peu plus lent. Ça va mieux? C'est encore chaud, c'est ça? Vous voulez qu'on ouvre aussi de l'autre côté? Je demande d'ouvrir de l'autre côté. Oui. Monsieur, ça vous embête pas d'ouvrir aussi cette fenêtre comme ça? On est tous bien. On parle de la Grèce, il fait chaud. On parle, pas seulement, on parle de supplément d'âme. Et ça qui est beau dans ce... J'aime beaucoup le titre de cette conférence. Parce que bonjour, ben le voilà. Prenez place, Anouar. On peut l'applaudir parce que déjà, c'est le premier à s'installer. Donc Anouar Ben Valei. Pour l'amour au temps des scélérats, chez Emmanuel Colas, c'est aussi voilà, Vangelis Gikas que vous entendrez chuchoter, qui l'interprète donc avec Levanda. Et on attend donc les deux auteurs qui étaient à l'heure, qui sont en train de prendre l'air, c'est ça? Ils arrivent? On s'est oublié au moment du petit déjeuner, le café, les discussions. Vraiment. Et de quoi est-ce que vous parliez? Comment? De quoi est-ce que vous parliez? Vous savez, des potins. Ben, je vais commencer par vous, puisque vous êtes là. Ce qui était intéressant, c'est que, alors comme je vous ai dit, la Grèce était est à l'honneur pour ce salon. Bonjour, prenez place. Kalimera, Kalimera. Donc c'est Louis-Philippe d'Alembert, puisque vous êtes là aussi pour Milwaukee Blues, aux éditions Sabine Vespizer, qui... un roman assez passionnant. Et voilà Konstantin, Yash Konstantin. Konstantinos, donc... Nous sommes honteux. Pour Konstantinos, on peut comprendre. Konstantinos Tsamiotis, les Grecs sont jamais vraiment à l'heure, mais là, ça va. Mais là, pour le coup, c'était le premier. Il était le premier qui était là. Oui, bravo. Et il attendait les autres. Donc, Toléo, Simeone. En fait, le premier, c'était moi. Ah, on va recommencer, d'accord. Donc, c'était l'œuf ou la poule. Ben, vous savez quoi? Je vais commencer du coup par vous, Louis-Philippe. Mais d'abord, je vais raconter une petite histoire, qui est l'histoire de Yannis Antetokounmpo. Ça vous dit quelque chose? Vous allez me dire, mais Alexia, on va parler de basket. Eh bien si, Yannis Antetokounmpo, c'est le meilleur joueur de basket au monde. On appelle ça de la NBA, ce qu'on appelle les MVP, le MVP. Ça fait la deuxième année que c'est le meilleur joueur de basket. Vous allez me dire, mais hors sujet, mais pas du tout. Yannis Antetokounmpo est grec. Et il a une histoire absolument dingue. Sa famille est arrivée du Nigeria par la route la plus illégale du monde, c'est-à-dire, vous savez que la Turquie a enlevé la plupart des visas de 70 pays pour se faire ce qu'on appelle un réservoir de migrants et de réfugiés. Ils sont passés par les îles grecques, dans des embarcations de fortune, par ce fameux centre de la honte qui est Moria. Et puis Yannis a grandi dans les quartiers populaires d'Athènes. Il a obtenu la nationalité grecque à 18 ans. Alors, pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il commençait déjà à être un talent. C'était un talent du basket. Et puis, il a été recruté par les Bucks. Les Bucks de Milwaukee, où il œuvre toujours actuellement. Il est très attaché à cette équipe de Milwaukee. Il est très attaché à son pays, la Grèce. Et il joue toujours dans l'équipe nationale. Et malgré tout, il dit que... Alors, il a réalisé ce qu'on pourrait peut-être appeler un rêve américain. Mais il dit que Milwaukee, c'est quand même la capitale de la ségrégation. Et j'en viens à votre livre, Milwaukee Blues, qui est absolument
fort en émotion, il est poignant et il est tout à fait dans notre sujet. Et vous avez vraiment un point commun tous les trois là-dessus, parce qu'on est dans la survie quelque part, tous les trois. On va en parler aussi bien entendu des autres. Mais on va commencer par Milwaukee Blues parce que je viens de parler d'Antetokounmpo et cette ségrégation. Dans Milwaukee Blues, chez Sabine Bessézer, vous revenez sur cette affaire George Floyd. Vous vous souvenez de George Floyd qui a été étouffé par un policier blanc récemment, donc filmé, d'accord, toute cette suffocation a été filmée en direct. Mais vous décidez de vous mettre du côté de l'épicier. Cet épicier qui ne voulait pas rendre à George Floyd donc son billet de $20 qui était un faux billet, et donc qui a appelé la police, le 911. Et vous commencez d'ailleurs par ça, ça hante d'ailleurs cet épicier, vous mettez de ce côté l'épicier, et parallèlement, on suit l'histoire de ce jeune qui veut y arriver, qui a un vrai talent dans le football, de ces ghettos américains, et vous montrez un peu l'envers du décor aussi de ce rêve américain. Et ça qui est intéressant, et c'est là que je voulais en venir par rapport à Milwaukee Blues, c'est vraiment ce que dit Antetokounmpo, ça reste la ville de la ségrégation. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie d'avoir parlé de Giannis Antetokounmpo. Je suis un fan absolu. Je suis un fan de Milwaukee Bucks, justement des Milwaukee Bucks. Et parce que j'ai vécu à Milwaukee, j'ai enseigné à l'université Wisconsin-Milwaukee, donc j'étais déjà fan à l'époque où l'équipe était au fond du classement. Oui, donc, tout en bas du classement, tout en bas, justement. qui a maintenant, progressé. Ça y est, cette année, ça a été l'apothéose. Donc, du coup, grâce, entre autres, à Giannis Antetokounmpo. Donc, oui, l'idée pour moi, c'était pas tellement de parler, parce que, comme il y a eu cette histoire de George Floyd, on en parle toujours, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens. Mais les États-Unis, c'est un pays qui fait partie du roman familial, en fait. Pour moi, comme pour des millions d'Haïtiens, c'est un pays que je connais, que je fréquente depuis très, très longtemps. Et c'est un pays où, comme j'arrive, moi, il me faut du temps. Je suis une espèce de diesel pour entrer parler d'un pays. Donc, j'avais envie, justement, de parler de ce rêve américain dont vous avez parlé, un rêve qui va se transformer en cauchemar. Donc, l'assassinat de George Floyd, ça a été l'élément déclencheur. Mais en fait, pour moi, ce n'était pas ça. L'idée, c'est parler du rêve américain, de ce rêve qui tourne au cauchemar. Et comment, quand on vient d'un quartier pauvre, quand on vient d'un ghetto, comment s'en sortir. Donc, il y a une forme de déterminisme social contre lequel on se bat en permanence. Et on veut s'en sortir. Et donc lui, il cumule tout. Il a un père absent. Emmett Till, il s'appelle. Emmett, le personnage absent, s'appelle père absent. Mère qui élève. Mère et donc famille monoparentale, etc. Comment s'en sortir? Il y a souvent le sport. Le sport aide énormément. Donc il a ce talent-là. On découvre comme il va jouer dans le foot américain. Et il a une bourse, il peut aller en championnat universitaire. Donc, mais on connaît l'histoire. Donc, on connaît l'histoire dès le départ, on sait qu'il est mort, on sait comment il est mort, et on se rend compte qu'on ne connaît pas l'homme. Donc, à ce moment-là, dans le roman, je convoque, en fait, tous ceux qui l'ont connu. D'abord, l'épicier pakistanais qui a appelé, comment dire, la police, pas parce qu'il était un délateur, mais parce que légalement, aux États-Unis, quand on te refile un faux billet ou que tu soupçonnes que c'est un faux billet, tu es obligé d'appeler la police. Donc, il a appelé, comment dire, la police. Mais ça le hante, ce 911. Ah oui, c'est quelque chose qui le hante pendant. Donc, l'histoire commence comme ça et tout. Et par la suite, tous ceux qui l'ont connu. Donc, je vais faire une histoire un peu linéaire, mais en multipliant, comment dire, les points de vue. D'abord, la vieille institutrice qu'il a connue, dont il était le chouchou. Ensuite, ses amis d'enfance. Et puis, son fiancé au moment où il va dans le sud-ouest, où il obtient cette bourse-là. Donc tous ces gens-là se réunissent pour parler de lui. Et puis, ce qui fait le fil de l'histoire, c'est une vieille gardienne de prison à la retraite, Ma Robinson, et qui est devenue révérende, pasteur, et puis qui va essayer de faire une marche et pour réclamer justice à la manière des marches des années 63, 65, de Martin Luther King à Selma, etc. Donc, et toute l'histoire tourne autour de ça. Donc, en fait, pour moi, l'histoire de George Floyd et tant d'autres, c'est juste un prétexte pour entrer, pour donner
à voir ce pays, à parler de ce pays que l'on connaît en fait très peu. On connaît un certain nombre de choses qu'on voit à la télévision, de stéréotypes. C'est un pays fascinant, mais dérangeant à la fois sur bien des points, quoi, en fait. Oui, parce que avant de transiter, rappelons que vous n'êtes pas partie de l'histoire de George Floyd. C'était quelque chose que vous aviez avant. Ah oui, bien sûr. George Floyd est arrivé après, donc c'est vraiment un problème qui est endémique. Vous avez déjà eu l'idée d'avoir ce personnage, Emmett Till, qui est vraiment poignant dans votre description, dès 2014, c'est ça? En 2014, il y avait eu déjà un premier assassinat du même type. C'était à New York cette fois-ci, d'un monsieur qui s'appelait Eric Garner, qui était mort dans les mêmes conditions, donc voilà, étouffé par 4 policiers blancs. Et c'est lui le premier à avoir prononcé ce mot I can't breathe, je ne peux pas respirer. Donc, mais pour moi, encore une fois, c'était par où entrer et comment parler des États-Unis. Il y a cette tension sociale qui est très très forte, cette tension politique aussi. Par moment, c'est-à-dire j'ai toujours besoin d'un angle comme ça pour entrer dans un pays, pour donner à voir ou à entendre un pays. Et par exemple, en 2014, j'avais publié, en 2013, pardon, un roman qui s'appelle Ballade d'un amour inachevé sur le tremblement de terre de l'Aquila en Italie. Mais l'Italie, je fréquentais l'Italie depuis au moins 25 ans à l'époque. Donc j'ai toujours une porte d'entrée, comment dire, comme ça. Et là, j'ai pu donner à voir ce pays, à entendre. Et les noms que j'ai choisis, par exemple, le nom, je l'ai appelé Emmett. Mais Emmett, c'est le prénom d'un garçon qui s'appelait Emmett Till, qui avait été assassiné en 1955 par des sudistes du Ku Klux Klan, qui avait été lynché et assassiné parce qu'il aurait parlé à l'époque à une jeune fille blanche. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Stokely, qui est un ami d'enfance de Emmett, c'est le prénom de Stokely Carmichael, qui était un des leaders étudiants noirs, ou Marie-Louise, le nom de la maman d'Emmett, c'est la première femme à avoir refusé de céder sa place dans un bus. Donc tout le monde connaît l'histoire de Rosa Parks, mais elle était avant Rosa Parks. Donc ainsi de suite, ou par exemple le petit rasta juif qui s'appelle Dan Bronstein, mais Bronstein c'est le nom de Trotsky ou des choses comme ça. Donc il y a toujours des liens par lesquels j'entre dans cette société-là. Et l'histoire tourne autour de ça. C'est-à-dire que, ça y est, tout le monde donne à voir, à découvrir cet Emmett-là, chacun parle, mais en même temps, quand il parle d'Emmett, il parle aussi d'eux-mêmes. Et l'institutrice d'Emmett, qui est la première à prendre la parole après l'épicier pakistanais, c'est une femme qui, à l'époque des années 60, était plutôt 68 ans, Peace and Love, Baba Cool, elle a fumé tout ce qui pouvait se fumer à l'époque. Et puis à un moment donné, elle a décidé de mettre la main à la pâte. Elle va enseigner dans ce ghetto noir, de Milwaukee. Et les communautés vivent de manière tellement séparée qu'elle disait que pour ceux qui venaient de son quartier blanc de Milwaukee, eh bien, Franklin Heights, où se passe l'histoire, est beaucoup plus loin pour eux que la Floride ou bien que Mexico, où ils vont en vacances, par exemple. Donc, il y a une telle césure entre les quartiers. Et donc, ce rêve américain-là, c'est un rêve qui échoue, et où il tente, il a essayé, il a fait tout ce qu'il pouvait, etc., mais il n'y est pas arrivé, malheureusement. Oui, on sent ces remords, on sent cette haine. Et dans cette haine, il y a aussi une certaine musicalité. D'abord, cette musique du 911 qui revient, le gospel aussi qui est très présent. Et bien ça, on le retrouve aussi de manière un peu différente dans votre livre. Vous, alors, Anwar Belmalek, on l'a dit, Anwar Belmalek, c'est L'amour au temps des scélérats chez Emmanuel Colas. Et là, c'est une autre forme de musicalité, parce que là, on entend plutôt l'appel d'une autre religion. On est sur Tammuz, un Français converti, qui se retrouve à la frontière entre la Turquie et la Syrie, qui veut rejoindre le djihad. Puis là, va rencontrer des yézidis notamment, mais vous, à la haine, vous répondez par l'amour, c'est ça? Micro, bonjour. Alors, ce roman-là, L'amour au temps des scélérats, évidemment, tout le monde reconnaît l'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. En fait, j'ai commencé à y penser en me disant comment, par exemple, pourrait-on parler de ce qui se passe actuellement en Syrie
sans que cela soit uniquement un témoignage d'horreur, etc. Et ce livre-là, en fait, j'ai commencé à y penser sans le savoir, il y a déjà plus de 20 ans, quand j'avais commencé à lire des choses sur Sumer, la civilisation sumérienne, extraordinaire, etc., avec des dieux terribles, vengeurs, mais pas plus que les êtres humains de l'époque. Donc, il y avait dans un coin de ma tête Mésopotamie, etc., etc. Puis, le livre que je voulais écrire sur ça, je ne l'ai pas écrit. Le temps a passé, j'ai écrit d'autres livres. Et puis, à un moment, j'ai écrit un livre sur l'Algérie, sur les années 90, donc l'horreur qui s'est passée donc, en Algérie, où le Daesh de maintenant, c'était en fait, il avait eu un ancêtre en Algérie, le GIA, etc. Et petit à petit, il y a une espèce de morceaux de puzzle qui se sont rassemblés. La Mésopotamie, c'était la Syrie. La Syrie, la Mésopotamie, c'est l'endroit dans aussi la civilisation monothéiste, les civilisations monothéistes. Et donc, j'ai construit donc, cette histoire-là en partant de l'hypothèse que quelqu'un, Tammuz, qui n'est pas le diable, qui pourrait être le diable, traverserait donc tout ce temps-là. Enfin, il est effrayant quand même. Oui, mais en ayant rencontré au préalable Abraham. Il y a un des mystères de nos civilisations monothéistes, c'est l'importance d'Abraham, qui quand même, au fond, quand vous y pensez, a été capable de vouloir égorger son fils parce qu'un ordre qu'il considère comme suprême lui est venu. C'est exactement ce que répondent les gens de Daesh, par exemple, quand ils égorgent des gens, etc. Ils vous disent, moi, c'est un impératif suprême, je fais comme Abraham. Et donc, ce personnage d'Abraham, pour moi, demeure présent quand on considère ce qui se passe dans ces régions-là, Irak, Syrie, et un peu Afghanistan, etc., etc. Et pour pouvoir supporter un récit sur une région aussi outragée du monde, si vous ne mettez pas l'ingrédient essentiel qui permet en fait de supporter ceci, l'amour, eh bien, votre livre devient insupportable à lire et à écrire aussi pour l'écrivain. Donc c'est pour ça que l'amour, en fait, on devrait dire les amours au temps des scélérats. Les scélérats, il y en a partout. Il y a Daesh, évidemment, il y a le régime syrien, il y a les Russes qui aident le gouvernement syrien, il y a les Américains qui aident les uns puis se retirent au moment où il faudrait les aider, comme pour les Kurdes. Il y a les gens eux-mêmes, dans leur petitesse parfois, leur intolérance, etc. Les scélérats, on les trouve partout. Dans toute société, il y a des scélérats. Donc voilà, c'est l'amour au temps des scélérats. C'est basé sur ce Tammuz dont on ne sait pas s'il est le diable ou pas, qui va se mêler aux histoires des êtres humains de maintenant et qui se révèle d'ailleurs, tout diable qu'on croit qu'il est, se révèle plus humain que les êtres humains. Oui, donc ça veut dire que ça se passe sur la frontière turco-syrienne, mais ça pourrait se passer en Afghanistan aujourd'hui. Ça pourrait se passer dans... Ce n'est pas un livre sur la Syrie. C'est un livre qui se passe en Syrie, dans une région outragée, comme je dis, outragée du monde. Mais les régions outragées du monde, vous en avez eu dans les années 39-45. Vous en avez partout, il y a eu une guerre absolument épouvantable. Ce qui s'est passé en Syrie, malheureusement, aurait pu et se produira dans ces régions-là. Donc la défense qui consisterait à dire ce sont des gens pas comme nous, elle est absolument fausse. Exactement. Les Syriens terroristes et non terroristes, victimes et coupables, sont exactement comme tous les peuples. Tous les peuples passent par ce qu'on pourrait appeler leur moment syrien. Rappelez-vous la Seconde Guerre mondiale ici, rappelez-vous la guerre d'Algérie, rappelez-vous la guerre de Corée, rappelez-vous toutes les guerres où l'être humain révèle ce qu'il y a de pire en lui et parfois ce qu'il y a de meilleur en lui. Oui, et pourtant il y a une scène de lapidation, d'une violence absolument inouïe. C'est une des... En fait, j'ai vu une vidéo donc filmée par un groupe de Daesh où on voyait la scène suivante. Il y a une jeune dame, donc on comprend dans le contexte qu'elle aurait eu une aventure avec quelqu'un avec lequel elle n'était pas mariée, et donc elle est condamnée à la lapidation, et elle supplie son père, son propre père, de l'épargner, et le père dit non, tu as, etc. C'est un impératif divin, un peu le côté abrahamesque, et donc il jette la première pierre, et puis les autres continuent, etc. Mais bon, les lapidations, je veux dire, on en a eu lapidation symbolique
qui se terminent par la mort. On en a eu, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Combien de juifs, par exemple, ou de résistants ont été livrés par des gens les entourant. La police française, par exemple, a été extrêmement, comment dire, enthousiaste, entre guillemets, lorsqu'elle a arrêté des juifs. Donc, voilà, ne pas se réfugier derrière le fait qu'ils seraient ontologiquement différents de nous. Non, nous sommes tous Syriens, comme nous avons tous pu être Français pendant la Seconde Guerre mondiale, comme etc., etc., etc. Donc, voilà. Mais bon, la seule manière de supporter ça, c'est de dire quand même, ce qui parfois est extraordinaire chez l'être humain, bah, c'est l'amour. L'amour que... C'est ça, c'est qu'il y a la haine partout, mais il y a quand même cette note positive qu'on retrouve d'ailleurs dans le Milwaukee Blues aussi. Toujours le positif, c'est ça, l'amour. Voilà, c'était peut-être mon côté fleur bleue, mais si on n'a pas eu la chance d'être aimé ou d'aimer, bah, on a quand même un peu raté sa vie. C'est pas il y avait quelqu'un qui disait si on n'avait pas une montre, je ne sais plus quoi... Rolex à 50 ans, c'était Séguéla. Oui, mais en fait, si on n'a pas eu d'amour dans sa vie, ça a raté sa vie. Voilà, donc, pareil, la note positive, il faut quand même qu'elle soit là. C'est la réponse à la haine. Oui, dans Milwaukee Blues, il y a deux choses. Il y a d'abord le rire qui est là, qui traverse le roman de bout en bout, avec par exemple un personnage comme Ma Robinson, qui est une ancienne gardienne de prison, mais qui devient pasteur. Mais de temps en temps, l'ancienne gardienne de prison prend le dessus, parce qu'elle commence à dire des mots, des imprécations qui ne sont pas dans la Bible, bien entendu. Et puis après, elle se recompose le personnage de la révérende. Et puis à la musique dont vous avez parlé, le blues, le jazz et le gospel qui traversent le livre de bout en bout. À la fin du livre, il y a une espèce de playlist comme ça où j'ai mis tous les blues et tous les jazz, tous les gospels dont parle le livre. Pour moi, le rire, quelque part, c'est ce qui permet de garder l'espoir, en fait. C'est ce qui illumine une histoire qui aurait pu être une histoire qu'il est tragique d'une certaine façon, mais Ma Robinson va incarner l'espoir, c'est-à-dire l'espoir d'une société en fait où les gens peuvent se parler, où les gens se rencontrent, où les gens vont au-delà de ce qu'on appelle les communautés en fait. Et donc l'humain finalement. L'humain. Un humanisme qu'on retrouve dans le livre de Konstantinos Tsamiotis, c'est aux éditions Actes Sud et ça s'appelle Point de passage. Vous parliez des passeurs Louis-Philippe d'Alembert et c'est vraiment ça. Là on est sur une petite île, 120 habitants, qui se retrouve donc face aux côtes turques. C'est vraiment le chemin inverse de Voie-Noire. Cette fois-ci, des réfugiés arrivent en embarcation de fortune sur cette île et subitement, ça fait quand même beaucoup de monde dans cette petite île, cette petite communauté qui va, sans trop résumer, se diviser en trois. Il y a ceux qui vont vouloir les aider à tout prix, aider ces réfugiés, aider ces familles. Les autres qui vont tout faire pour les expulser parce que, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et puis les autres qui observent. Tous les trois sont responsables. Il y a un sentiment, il y a une description très forte de ce sentiment qui évolue au sein de cette société qui est très humaine finalement, et qui sont tous responsables. Donc on a tous une responsabilité, Konstantinos. Είναι ανοιχτό. Okay. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να απευθυνθώ στη γλώσσα του κοινού. Και πριν μιλήσω για το βιβλίο μου, άκουγα τις πολύ ενδιαφέρουσες περιγραφές των αιμοτέχνων εδώ και μου ξαναβγήκε στο κεφάλι γιατί συνεχίζουμε να διαβάζουμε λογοτεχνία στις μέρες μας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε λογοτεχνία γιατί είναι μια τέχνη η οποία το ίδιο θέμα, δηλαδή τη βία, τη διαφορετικότητα, την ξενότητα, τη σχέση μας με τον άλλον, μπορεί να τη διαχειριστεί ο καθένας και να δημιουργήσει μια πρώτη ύλη τελείως διαφορετική. Και ακούγοντας αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία που περιγράφηκαν εδώ πέρα, έχω την εντύπωση ότι και το δικό μου βιβλίο δεν κάνει κάτι άλλο. Να κάνουμε λίγο μετάφραση πριν. On fait une toute petite traduction comme ça va plus... Voilà, merci. Merci. Tout d'abord, je regrette énormément de ne pas pouvoir m'adresser à vous dans votre langue. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les commentaires sur les livres des autres écrivains ici présents. Et en fait, je me suis demandé pourquoi donc continue-t-on encore à faire de la littérature, à lire de la littérature aujourd'hui? Mais parce que c'est toujours la même thématique
que ce soit la violence, la différence, l'altérité, notre relation à autrui, qu'on peut, par la littérature, approcher de manière complètement différente. Et c'était exactement mon impression, et j'ai l'impression que mon livre s'inscrit exactement dans cette problématique. Η Ελλάδα, όπως όλη η Μεσόγειος, αντιμετωπίζει για ακόμη μια φορά αυτό που ονομάζεται προσφυγικό κύμα. Η ιστορία του βιβλίου μου, πριν μάλλον ξεκινήσω να γράφω το βιβλίο μου, επισκέφτηκα τη Μόρια που αναφέρθηκε προηγουμένως, επισκέφτηκα τη Λέρο, στην οποία επίσης υπήρχε εκεί ένα κάμπ προσφύγων, επισκέφτηκα το Κουτσόχερο, ένα πάρα πολύ σκληρό, ευτυχώς έχει διαλυθεί στο κεντρική Ελλάδα, στη Λάρισα, ακριβώς γιατί είχα την εντύπωση ότι το να μιλήσεις για κάτι το οποίο συμβαίνει τη στιγμή που το γράφεις είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο στο οποίο η αλήθεια δεν μονοπολείται από κανέναν. Εξού και το βιβλίο μου δεν έχει ένα κεντρικό πρόσωπο για ήρωα. Είναι φωνές με πολύ διαφορετική θέση απέναντι στο ζήτημα του προσφυγικού και ο καθένας προσπαθεί από την πλευρά του να καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η αλήθεια δεν γέρδει μόνο προς τη μία ή την άλλη πλευρά και ότι ένα ελάχιστο ποσοστό δίκαιου διαθέτει ακόμη και ο άδικος όταν δεν γίνεται τέρας. Η ιστορία του βιβλίου ξεκινάει από ένα πραγματικό γεγονός. Σε ένα μικρό νησί, το Αγαθονήσι, το οποίο κατοικείται από 100 κατοίκους μόνιμους, εμφανίστηκε μία μέρα ένα καράβι με σχεδόν 400 πρόσφυγες. Λόγω της ανεπάρκειας του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας, της αυλεψίας τους αν θέλετε, χρειάστηκαν μερικές μέρες για να προσφερθεί η απαραίτητη βοήθεια στους πρόσφυγες και ταυτόχρονα να μετακινηθούν σε ένα μεγαλύτερο μέρος όπου υπήρχαν οι δομές για να βοηθηθούν. Τα όσα συνέβησαν ανάμεσα στους ντόπιους και τους πρόσφυγες είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Κάποιοι θα μπορούσαν να ουρλιάξουν ότι είναι ρατσιστές το Αγαθονήσι. Κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να πούν ότι όχι, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Το θέμα είναι πάντως ότι επειδή ακριβώς δεν έγιναν όσα έπρεπε, αυτές οι δύο κοινότητες παραλίγο να καταλήξουν να αιματοκυλήσουν η μία την άλλη. Et donc, la Grèce, aujourd'hui, la Méditerranée, d'une façon plus générale, fait face à une nouvelle vague migratoire en ce moment. Et moi, avant de rédiger mon livre, j'ai visité le camp de Moria, j'ai visité l'île de Léros, où il y avait un autre camp de rétention. Petite parenthèse sur Léros, le camp de Léros, c'était l'asile de fous, l'ancien asile de fous. Voilà. Et aussi, j'ai visité un autre camp qui était franchement abominable, qui était dans la Grèce centrale, près de la ville de Larissa. Donc, j'ai l'impression que pour pouvoir raconter ce qui se passe, au moment où ça se passe, ceci est certainement une tâche très difficile. Donc, j'ai décidé d'écrire ce livre où personne n'a le monopole de la vérité. Donc, personne n'est vraiment le protagoniste dans ce livre. C'est un livre polyphonique où les approches, les points de vue de tout le monde sont représentés. Tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe, car je crois profondément que la vérité ne penche jamais d'un côté ou de l'autre. Je pense que même l'injuste détient une partie de ce qui est juste, si ce n'est pas un monstre, bien évidemment. Donc, tout commence par un événement, quelque chose qui s'est vraiment passé. C'était l'îlot de Agathonisi, sans habitants permanents, où on fait naufrage 400 réfugiés. Et c'était à cause, bien sûr, des négligences ou de l'insuffisance de l'État grec qu'il a fallu quelques jours avant que l'aide soit apportée à ces réfugiés et qu'ils puissent être transférés dans une île plus grande où il y avait les structures nécessaires à l'accueil. Mais évidemment, il s'agit d'un problème très complexe. Les rapports donc, entre les habitants et les réfugiés étaient particulièrement difficiles.
Et il y a eu plusieurs approches, plusieurs positions différentes. Et on peut dire qu'à cause de ces retards, les deux communautés, les réfugiés et les habitants, ont failli s'entretuer. Oui, donc on est au bord de la guerre civile, quelque part. Au niveau local, bien sûr. Ναι, ναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει πάντα με τις ευθύνες της εξουσίας. Η εξουσία, ακριβώς επειδή δεν ενδιαφέρεται για μεγάλες μερίδες πληθυσμών, τι συμβαίνει? Απανθρωπεί τους ανθρώπους, τους πιο αδύναμους. Με αποτέλεσμα, αν απανθρωποιήσουμε αυτό που έχουμε απέναντί μας, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να του κάνουμε ό,τι θέλουμε ή μπορεί να του συμβεί οτιδήποτε. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, όπου δεν αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να διαφύγουν από εμπόλεμες ζώνες, να διαφύγουν από ζώνες όπου η διαφορετικότητά τους, η σεξουαλική τους ταυτότητα, η θρησκευτική τους ταύτιση με ένα δόγμα το οποίο δεν είναι το κυρίαρχο στα μέρη στα οποία ζουν. Γιατί βέβαια, ξέρετε, επειδή μίλησα με πάρα πολλούς πρόσφυγες που ζουν ακόμη στην Ελλάδα ή στα ελληνικά νησιά, υπάρχουν για παράδειγμα ομοφυλόφιλοι και ομοφυλόφιλες, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους ανά πάσα στιγμή. Στο Αφγανιστάν τους πετάνε από τα κτίρια. Η ανάγκη μου όμως να γράψω ένα πολυφωνικό βιβλίο προέκυψε αφού επισκέφτηκα τα στρατόπεδα. Ρατσισμός και αντιπαλότητα, ακριβώς επειδή έχει προηγηθεί η απανθρωποίηση, δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ των πλούσιων εμάς, των Ευρωπαίων, σε σχέση με τους πρόσφυγες. Για παράδειγμα, η συμπεριφορά των Σύριων μεσοαστών απέναντι στα χωριατόπεδα του Αφγανιστάν είναι συγκλονιστική. Το πόσο ρατσιστική συμπεριφορά είχαν. Μια απαξιωτική συμπεριφορά. Αυτό δεν ακούγεται πολιτικά ορθό και δεν πρέπει να λέγεται, γιατί πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, να το σακουλιάζουμε όλο το προσφυγικό. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και πολύ σωστά αναφερθήκατε προηγουμένως ότι ο καθένας πρέπει να έχει μια αίσθηση ευθύνης απέναντι στα γεγονότα και δεν μπορεί να βγάζει την ουρά του απ' έξω. Et donc, je pense que, oui, bien sûr, hein, c'est un énorme problème, mais c'est aussi un problème de responsabilité du pouvoir, des gouvernements, qui sont indifférents envers de larges groupes de populations. Ils déshumanisent donc ces groupes de population et en fait, si on les déshumanise, on arrive à croire que tout peut arriver, on peut tout faire à ces genres de gens qui sont les plus faibles. Et donc, c'est ça le vrai problème. Mais il s'agit de gens, et on l'oublie, qui essaient de fuir les conflits armés, mais qui ont très souvent qui sont à risque parce que leur identité sexuelle dans leur pays d'origine, par exemple, n'est pas respectée, ou leur culte n'est pas respecté, ils ne peuvent pas exercer leur culte en liberté. Donc, il y a énormément de réfugiés en ce moment en Grèce qui sont, par exemple, homosexuels, des hommes, des femmes, et que dans leur pays d'origine, ils étaient à risque, ils encouraient un danger énorme, par exemple, en Afghanistan, où les homosexuels, en fait, sont défenestrés. Donc, j'ai voulu écrire un livre, précisément choral, et après avoir visité les camps de rétention des réfugiés, après avoir constaté le racisme et cette déshumanisation qui n'est pas le triste apanage des pays riches. Il faut dire par exemple que les Syriens se comportent envers les jeunes villageois afghanais de façon vraiment abominable. Donc ce que je veux dire, c'est que chacun parmi nous doit assumer sa part de responsabilité. Alors, justement, ce que dit Konstantinos Stamiotis à Noir, on sent voilà, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'Europe, on est dans des conflits permanents, on est dans l'intolérance de l'autre. C'est un peu ce qu'on retrouve dans cette dimension politique qui n'est pas du tout politique dans vos livres chacun. Mais on sent quand même qu'il y a un écho d'injustice qui est profond et des choix à faire, des choix notamment de cette mère qui voit ses enfants devenir martyrs, des choix qui sont pour le lecteur révoltants quand on tourne vos pages. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. En fait,
il n'y a rien de nouveau sur Terre. Je veux dire, tous ces grands conflits dont on a l'impression qu'ils sont horribles au point qu'ils n'auraient jamais pu qu'ils n'auraient pas pu se produire avant, non. L'horreur, la violence sans limite fait partie intégrante de l'histoire de notre humanité. Et donc, à chaque époque, l'être humain reste extrêmement étonné par cette violence-là qui lui semble nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Et ce personnage, donc Tammuz, qui est le nom d'un ancien dieu, qui dans le livre, on ne sait pas exactement quel est son statut, est-ce qu'il est le diable tel que les religions le connaissent, ou est-ce que c'est un pauvre diable, dans le sens où il ne comprend pas quelle est sa mission. Est-ce que son patron, Dieu, lui intime-t-il l'ordre d'empêcher Abraham, en quelque sorte l'humanité, de sacrifier son fils au nom d'une idée supérieure? Donc voilà, cette injustice-là, elle est partie intégrante, et je ne pense pas qu'elle quittera de sitôt notre civilisation. Le premier réflexe de toute civilisation, c'est d'abord d'écraser l'autre. Et les puissants ont toutes les raisons du monde, s'inventent toutes les raisons du monde pour justement justifier cet écrasement que nous trouvons tous pas très choquant que, par exemple, un pays aussi puissant que les États-Unis ou la Chine, etc., en écrase un autre. Ça fait partie, en fait, de l'histoire de notre humanité. Mais quand on se met au niveau des êtres humains ordinaires comme vous et moi, eh ben c'est tout autre chose. Oui, mais et donc, on a l'impression quand même que dans votre livre, vous cherchez à comprendre. Même si vous dites que la violence, elle a toujours existé, on a l'impression que, pas que vous vous attachez à Tammuz, mais en donnant ce rôle prépondérant, notamment à Ouda, on a l'impression que vous cherchez quand même à comprendre, vous cherchez à montrer quand même qu'on n'est pas déshumanisé, comme dit Konstantinos Zamiotis. Oui, le problème, c'est que cette violence se passe toujours au sein d'une société faite d'êtres humains ordinaires. Moi, j'ai connu cette violence comme Algérien. Dans les années 90, il y a eu des déchaînements de violence, parfois absolument inimaginables. Pour nous, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Puis on se rend compte que la mémoire étant extrêmement oublieuse, que quand ça se répète en Syrie, on a l'impression que le passé n'a servi à rien. Et le passé ne sert jamais à rien. Mais en même temps, je crois qu'il faut toujours rappeler, par le biais du roman, parce que le roman, c'est quoi? C'est mettre à distance, à hauteur humaine, les drames de la télé, en fait. Le malheur, quand il se passe à la télé, nous réussissons toujours à dire que ça ne nous concerne pas. Mais quand vous allez, par exemple, en Syrie, vous voyez des gens comme vous et moi, d'une mère qui aime à la folie ses enfants, un frère qui veut défendre son frère, voilà, donc tous ces mouvements typiquement humains, vous les retrouvez dans des sociétés où la violence est en train de ravager donc le pays. N'oublions pas que c'est quand même des gens comme vous et moi. Seul le roman, en fait, permet cette mise à distance humaine de ce qui, par ailleurs, plaît beaucoup aux stratèges. Le père Hafez al-Assad, par exemple, était un criminel de la pire espèce. Seulement lui savait bien mener son affaire. Quand il massacrait des gens, par exemple la ville de Hama, il y a eu à peu près 20 000 morts, il l'a fait de manière assez discrète, et Kissinger, qui était l'un des grands diplomates américains, disait beaucoup de bien de lui, parce qu'il disait, il tenait de main ferme la région, etc. etc. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Mais l'amour reste toujours quelque chose qui est le miracle permanent. Voilà. Aimez-vous les uns les autres, aurait dit. Louis-Philippe D'Alembert, justement, une violence permanente qui a toujours été là. Pour Anouar, pour Konstantinos, c'est une déshumanisation. Mais vous, en fait, vous allez porter un élément autre qui est, aujourd'hui, on a le pouvoir de l'image. La mort de George Floyd, on l'a vécu tous en direct. C'est des secondes où il suffoque, qui sont abominables. Donc, il y a... Cette image, alors pour Anouar, l'image peut-être déshumanise, mais est-ce que finalement l'image ne permet pas aussi d'en savoir plus et d'être un peu plus concerné aussi? Je dirais le contraire, l'image permet d'en savoir moins. Parce qu'on a l'impression de tout savoir, c'est la raison, c'est le point de départ de mon roman, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit sur Internet en général, et on a l'impression que c'est la première fois que ça arrive, mais effectivement, là, je rejoins mes deux collègues, la violence a toujours existé. En fait, quand on écrit, on n'invente rien, en fait.
Et ce qu'on cherche à trouver, c'est une forme qui laisse l'impression à la lectrice ou au lecteur que c'est quelque chose de nouveau. Donc j'ai bien aimé que Anouar ait parlé d'Abraham ou un père qui va tuer son fils, donc qui remonte à la nuit des temps. C'est quand on prend l'histoire des États-Unis, eh bien cette tension entre communautés, ça a existé depuis très longtemps et ça continue malheureusement d'exister. Quand on prend, l'histoire de George Floyd, où le policier qui l'a assassiné, qui a payé pour les autres, c'est-à-dire qui a payé d'une certaine façon, parce que ça a ému tellement le monde entier, je n'essaie pas de le justifier, entendons-nous, mais il a payé pour ceux d'avant et ceux d'après, parce qu'il y a eu d'autres encore. Donc nous, on n'invente rien, on cherche une forme et qui laisse l'impression que c'est quelque chose, de nouveau. D'où, et pour parler de la forme, le côté polyphonique, justement, de ce roman, où il y a des points de vue différents, et parce qu'on tente d'approcher au plus près de la vérité. Parce que ce n'est jamais, justement, sans jeu de mots, ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir. On est dans une vérité humaine qui est beaucoup plus nuancée. Et quand on prend, par exemple, dans le roman, le policier, et même dans la réalité aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler un petit blanc, et de classe moyenne très basse, et qui devient fonctionnaire de police, et qui achète une maison, qui doit payer, les traites, et qui, en plus, a épousé une femme d'origine asiatique et qui a 2 enfants. Donc, où est, la vérité dans tout cela? C'est-à-dire qu'il essaye de se battre. En même temps, il va commettre l'irréparable. L'irréparable qu'il commet à un moment donné. Moi, ce qui m'intéresse en tant que romancier, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu ou d'un être humain au moment où on commet un acte aussi abject. Comment on peut entrer chez soi, embrasser sa femme, ses 2 enfants, etc. Et puis, après avoir commis un acte comme ça. Donc, mon travail de romancier, c'est ça. Et le côté polyphonique du roman, le côté choral, c'est justement pour ne pas tomber dans le manichéisme, pour ne pas tomber dans quelque chose. Et je ne suis pas un procureur, si vous voulez. C'est-à-dire, mon rôle en tant que romancier, c'est de me mettre dans la peau de chacun des personnages, c'est-à-dire dans la peau des Blancs, des Noirs, et des hommes, des femmes, et d'essayer de dire quelque chose pour que l'humain, pour moi c'est le plus important, puisse prendre, le dessus, quoi. Alors, vous dites que l'image n'aide pas forcément et que n'apporte pas d'éléments forcément, même si on a l'impression que ça touche. Vous êtes d'accord, Konstantinos Samiotis, puisqu'on a vu ces images de milliers de réfugiés, d'exilés arrivés sur les côtes grecques, qui cherchaient justement en 2015 à rejoindre l'Europe continentale, qui sont donc passés par la Grèce. Il y a, à l'heure actuelle, avec ce qui se passe en Afghanistan, une peur de revoir ce phénomène et chacun commence à fermer ses frontières. Vous pensez que c'est ça aussi, c'est qu'il faut se mettre, quand on est romancier, comme vous trois, il faut se mettre dans la psychologie de ces personnes qui vont, je parle notamment dans votre roman, ceux qui acceptent, ceux qui rejettent et ceux qui observent. C'est absolument fascinant la description que vous faites de toutes ces personnes des îles. Alors il y a ceux qui rejettent, ceux qui acceptent, mais surtout ceux qui observent, qui sont là et qui voient tout ce qui se passe. Μιλήσαμε πριν για ευθύνη. Θα ήμουν φρικτός υποκριτής αν ως Ευρωπαίος που ζει σε ένα άνετο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας ταυτιζόμουν έτσι απλά και εύκολα με το δράμα ανθρώπων, το οποίο ούτε καν μπορώ να το φανταστώ παρά μόνο σαν εφιάλτη. Ως εκ τούτου, το μυθιστόρημά μου μιλά για το πώς μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη. Πώς οι άνθρωποι που έχουν έρθει, οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν να έρχονται γιατί τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στις χώρες τους, πώς θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με μια ανθρωπιά έτσι ώστε να ενσωματωθούν. Και γι' αυτό σας λέω ότι το μυθιστόρημα προσπαθεί να γίνει μια γέφυρα και το θέμα του το κεντρικό είναι πώς συνυπάρχουμε. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει και το δίκαιο των ντόπιων. Ακόμη και ντόπιων οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει προσφυγιά. Ένα από τα πρόσωπα του βιβλίου μου, ένας ηλικιωμένος πρώην καπετάνιος ψαράς, απευθύνεται σε έναν από τους πρόσφυγες, που ο οποίος δεν τον καταλαβαίνει τι του λέει, αλλά του λέει «Χθες ήμασταν εμείς,
Σήμερα έτυχε σε εσάς. Ποιος ξέρει ποιον θα διαλέξει αύριο. Αυτό είναι η ιστορία του κόσμου. Αναφέρθηκε και από τους δύο κυρίους πριν για το πώς αλλάζει το πράγμα. Η ιστορία είναι ένα συνεχόμενο ματοκύλισμα και τίποτα περισσότερο. Δυστυχώς είμαστε ένα είδος που παρά τα μεγάλα του χαρίσματα έχει και το χάρισμα του να γίνεται εξαιρετικά σκληρό με πιο αδύναμους ανθρώπους και τρομερά επινοητικό στο να τιμωρεί άλλους ανθρώπους. Αυτό το οποίο πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του διαρκώς είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται όλα ούτε με την αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων. Χρειάζονται παρεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας και εδώ έρχεται η ευθύνη της Δυτικής Ευρώπης απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε γίνει συνοριοφύλακες της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα απαρθροποιούν και τους ντόπιους στα νησιά, αλλά κυρίως τους πρόσφυγες. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει από όλο αυτό. Όσο και αν διαρκέσει. Και πραγματικά ντρέπομαι ως Έλληνας για την ελληνική κυβέρνηση, τις ελληνικές κυβερνήσεις μάλλον των τελευταίων χρόνων, οι οποίες δεν έχουν το πολιτικό σθένος να αντιδράσουν ορθά. Γι' αυτό το ζήτημα είναι και πολιτικό, είναι και ανθρωπιστικό, είναι και οικονομικό, είναι και 1002 άλλα. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο αύριο να καταφέρουμε να τους εντάξουμε, να καταφέρουμε να συνυπάρξουμε μαζί τους, γνωρίζοντας ότι όπως ανάμεσά μας υπάρχουν καλοί, κακοί, έτσι και ανάμεσά τους ούτε άγγελοι είναι, ούτε δαίμονες. Η ανάγκη τους κάνει να θέλουν να περάσουν με τα παιδιά τους αγριεμένες θάλασσες. Je serais un hypocrite si je vous disais que moi, en tant qu'Européen, avec mon appartement en plein centre-ville d'Athènes, je peux facilement m'identifier au drame des réfugiés que je ne peux même pas concevoir. C'est un cauchemar absolu. Moi, ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est qu'il faut coexister, cohabiter avec ceux qui sont déjà venus, avec ceux qui vont arriver dans l'avenir. La question est comment faire face, comment pouvoir donc mieux faire face à cette vague des réfugiés avec beaucoup d'humanité et comment pouvoir intégrer ces réfugiés. Et donc la thématique principale de mon livre est comment peut-on exister et coexister. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les côtés des autochtones, des gens qui sont sur place, qui ont déjà eux-mêmes connu l'exil par le passé. Dans mon livre, il y a le personnage d'un pêcheur qui s'adresse à un réfugié, qui ne comprend pas le grec évidemment, et qui lui dit « Hier, c'était à nous. Aujourd'hui, c'est à vous. Et qui sait à qui sera demain ?» Ça, c'est l'histoire de l'humanité, comme on dit les autres ici présents aujourd'hui. Malheureusement, c'est une histoire sanglante, une histoire qui se recycle sans cesse. Donc, moi, je pense que nous, l'être humain, nous avons ces dons, entre guillemets. Nous pouvons démontrer, donc, être très, très durs vis-à-vis des plus faibles. Nous pouvons punir le plus faible. Donc, il faut toujours se souvenir que c'est un vrai problème. Nous ne pouvons pas faire face seulement par la preuve de solidarité. Il faut des interventions de la part de l'État, par exemple. Et c'est ici que je pense que l'Europe occidentale, porte une grande responsabilité vis-à-vis de la Grèce. La Grèce est devenue, ces dernières années, le gardien de l'Europe. Nous avons déshumanisé les réfugiés. La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? En tant que Grec, j'ai honte de tous les gouvernements grecs de ces dernières années qui n'ont pas eu la force politique de s'imposer, de trouver une solution à ces problèmes qui a plusieurs facettes, politiques, économiques, aussi la question de l'humanité. Et il ne faut pas oublier, ces gens viennent en Europe parce qu'ils sont poussés
par leurs besoins, par une envie de trouver une vie meilleure. Il faut donc trouver un moyen de coexister. Et il ne faut pas oublier, encore une fois, et tout comme nous ne sommes pas ni bons ni mauvais, nous sommes les deux à la fois, eux-mêmes, ils ne sont ni anges ni démons, ils viennent et ils sont poussés par le besoin. Oui, parce qu'on ne quitte pas forcément sa patrie de gaieté de cœur. C'est le mot de la fin, cohabitation. Louis-Philippe d'Alembert, je rappelle quand même votre roman qui est absolument passionnant, Milwaukee Blues, aux éditions Sabine Vespizer. La cohabitation finalement est possible, vous restez aussi sur une note d'espoir? Oui, j'en suis convaincu, sinon, comment dire, la vie n'aurait absolument aucun sens. Je pense où l'existence de l'humain n'aurait absolument aucun sens sans cette cohabitation, sans cette possibilité. Dans le roman, par exemple, le personnage de la jeune haïtienne qui vient de Chicago et qui fait ses études à Milwaukee, qui va travailler dans les milieux défavorisés, ou bien Dan et son petit copain qui essaie aussi. Donc ce sont des personnages passerelles, en fait, ou qui refusent justement que les plus faibles soient laissés sur le bord de la route. Et surtout dans une société comme la société états-unienne. Et c'est encore une fois, c'est le pays où le monde de tout est possible, mais en même temps, c'est le pays aussi où il n'y a pratiquement pas, comment dire, de compassion pour les plus faibles, quoi. Les plus faibles restent sur le bord de la route. On peut se réveiller le lendemain, devenir très riche. Il y a un espoir très très fort, très ancré dans les sociétés états-uniennes, mais en même temps, il n'y a pas cette possibilité, ce que nous, dont on ne se rend pas compte souvent ici, où il y a énormément de choses qui sont faites pour aider ceux qui sont sur le bord de la route, ne serait-ce que le système social. Je ne travaille pas pour le gouvernement, rassurez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système social en France dont on peut profiter qu'on ne trouve pas aux États-Unis. Et les plus faibles restent souvent sur le bord du chemin. Donc, heureusement, que dans cette société-là, il y a un certain nombre d'associations ou de mouvements où la place des religions, et par exemple, moi qui ne suis pas très religieux, mais ce sont des gens qui servent de passerelle, ce sont des gens qui aident les plus faibles à s'en sortir, à ne pas crever la bouche ouverte. En fait. Ouais, c'est l'envers du décor, vraiment les autres visages de l'Amérique. Anouar, cohabitation, amour, vous l'avez dit, vous l'avez répété, une amour qui a parfois un prix, parce qu'elle se paye dans votre roman. En fait, il est un romancier, par définition, pour reprendre l'expression d'un écrivain du Moyen-Orient, c'est un peptimiste. Un peptimiste, c'est quoi? C'est un pessimiste qui voudrait être optimiste. Voilà. Donc, on continue à écrire. Il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Il y en a quelques-unes. Et donc, c'est sur ces rares raisons d'être optimiste, comme dit Philippe, que la nécessité de lire des romans s'impose, en fait. Mais bon, voilà. N'oublions pas que, curieusement, nous sommes en train de parler de violence, etc., un jour anniversaire d'une violence inouïe, en septembre. Inouïe, je veux dire, en septembre, je veux dire. Le 11 septembre, d'ailleurs, n'étant pas le seul 11 septembre, le 11 septembre étant précédé d'un autre 11 septembre, qui est celui du coup d'État en Chili, qui a eu lieu le 11 septembre. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je veux dire. Mais bon, le soleil, c'est quand même... Parfois, il fait bon vivre sur notre planète. Et en tout cas, c'est une belle note d'espoir, un vrai beau roman que je vous conseille. Une question? Vous avez une question dans le public? Alors, très rapidement, parce qu'on a dépassé les temps. Ça ne vous embête pas de répondre à une ou deux questions? On peut dépasser, mesdames? Merci. Vous avez parlé de racisme aux États-Unis, mais vous avez oublié de parler de racisme en France. Un policier, tous les jours, se suicide en France. Et dernièrement, il y a un haut-commissaire divisionnaire qui est venu chez moi à la maison. Et il était sur la liste de Mathieu Klein, Gilles Galliot, qui s'est suicidé. Et il m'a dit que tous les règlements de compte à Marseille et la région parisienne, ce ne sont pas des règlements de compte, ce sont les policiers qui sont poussés à assassiner les Arabes et Noirs, ce qui explique leur suicide. J'ai écrit un livre qui a été refusé en France, et on ose parler de la liberté d'expression. Un Arabe à abattre, habit de pouvoir et harcèlement sous l'ère Sarkozy. Il a été refusé en France, il a été publié dans le Royaume du Maroc, et aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, s'il est ministre de la Justice, c'est bien grâce à moi.
J'ai parlé de lui à l'international. J'ai donné son livre à Sa Majesté le roi Mohamed VI en personne. Le roi Mohamed VI l'a pris comme avocat concernant le grand chanteur marocain et concernant les journalistes qui ont voulu écrire un livre sur le roi. Sarkozy et la justice, on lui a mis de la drogue dans sa voiture. Pourquoi? Parce qu'elle défend les Arabes, les Noirs et les Français de la même façon. Il dérange. Ma République se meurt. Omerta dans la police. Des livres qui ont été retirés de la vente. Un arabe à abattre qui est refusé en France. La France en miettes. Un grand magistrat qui a écrit ce livre-là. Philippe Niger. Beaucoup d'arabes ont été assassinés en France. C'est qu'est-ce qu'on dit avec le monde. Alors j'ai détesté le terrorisme. Et j'ai poussé les policiers à manifester dans toute la France à Paris le 2 octobre 2019. Une première mondiale. Les policiers qui ont fait le déplacement de Paris ont me félicité parce que je suis pour les policiers et ils m'ont dit que j'étais unique. Le grand criminel de tous les temps, c'est Sarkozy Karcher. Et ça, il la France, mais ça, la justice. Le salon d'un policier marseillais. Colère de flic. Il a été retiré de la vente. La France en miettes. Un grand magistrat. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. On regardera ça juste après la conférence. Merci beaucoup de votre témoignage. Alors, je voudrais quand même que sur ça, parce que là, on parlait de l'envers du décor des États-Unis, on parlait de la. Alors, c'est un prétexte, oui, mais ça reste la frontière turco-syrienne. On parlait de la Grèce et ses frontières. Konstantinos Stamiotis, peut-être le mot de la fin, parce que du coup, on a pris un peu de retard. On l'a dit, la violence est partout, bien évidemment, mais on voudrait rester sur une note d'espoir, monsieur. Konstantinos, on vous écoute. On vous écoute, monsieur. Je voudrais juste que Konstantinos Stamiotis, qui est venu de Grèce, puisse avoir un petit mot. Ça coupe. Μίλα. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο ζήτημα της πολιτικής ευθύνης. Η Χάνα Άρεντ έχει δώσει έναν ορισμό για τις κοινωνίες. Ότι δεν υπάρχει σε κάθε κοινωνία δεν υπάρχουν καλές και κακές κοινωνίες. Σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων πραγματικά καλών ανθρώπων. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων πραγματικά κακών ανθρώπων και ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων, μια μάζα μεγάλη, η οποία ανάλογα με το πνεύμα της εποχής μπορεί να κάνει θαύματα ή να οδηγήσει σε ολέθρους. Γι' αυτό και ό,τι και να λέμε, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι εξουσίες είναι αυτές που δίνουν τον τόνο στις εποχές, αλλά ο καθένας μας με τις μικρές του δυνάμεις, όπως ένας συγγραφέας που δεν έχει άλλη δύναμη παρά μόνο τα βιβλία του, μπορεί να συμβάλλει στο ελάχιστο. Δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε κανέναν, δεν χρειάζεται να... έτσι νομίζω τουλάχιστον. Και δεν υπάρχουν καλές και κακές εποχές. Υπάρχουν έντονα μεταβατικές περίοδοι όπως η δική μας τώρα και λιγότερο μεταβατικές. Αλλά θα ήθελα να κρατηθεί μόνο της Άρεντ βασικά. Τα τελευταία δεν έχουν καμία σημασία που είπα. Levanda Stroussou, qu'on remerciera ainsi que... Merci. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la responsabilité politique et je me récitais ici Hannah Arendt qui a donc écrit sur les sociétés. Il a dit qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises sociétés. Dans chaque société, il y a un petit pourcentage de gens qui sont bons, qui sont justes, et puis après, il y a la masse qui peut faire des miracles ou qui peut apporter l'horreur en fonction de conjoncture. Donc, c'est une question aussi de pouvoir politique. C'est le pouvoir qui donne les tons à chaque époque, mais c'est à nous, à chacun de nous, et à nous les écrivains, à travers nos livres par exemple, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises époques, il y a des époques de transition comme celles que nous vivons aujourd'hui. Merci en tout cas, merci à Levanda Stroussou et à Vangelis Gikas pour leur interprétation. Et merci à vous trois. Donc, Konstantinos Stamiotis, je rappelle, c'est aux éditions Actes Sud, Point de Passage. Milwaukee Blues, Louis-Philippe d'Alembert, aux éditions Sabine Vespizer. Et Anouar Ben Malek, L'amour au temps des scélérats, chez Emmanuel Colas. Merci à tous les trois parce que justement, dans vos romans, et je les conseille vraiment vivement, eh ben, on n'est pas sur la dénonciation, sur la délation, on est sur la compréhension. Et dans une époque comme celle d'aujourd'hui, où on a un flux d'informations qui est absolument dément, qui est permanent, qui s'accélère et qui est dans l'éclat permanent, parfois on a besoin de comprendre. Et comprendre les autres, ben, ça nous aide aussi à évoluer. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci beaucoup.